mais le PDCI RDA de Tidjane Thiam, principal parti d'opposition, a brillé par son absence après un communiqué rendu public la veille de cette rencontre. Quelle lecture faire de cette posture de la situation politique ivoirienne? Et puis dans la deuxième partie, Patrick Kachi, l'ancien Premier ministre ivoirien, a officiellement renoncé à sa nationalité française et devient ainsi éligible à la fonction suprême en Côte d'Ivoire. Alors pour analyser ces deux sujets, 4 consultants, mais nous avons 3 déjà présents. Lansina Karamoko, analyste, bonsoir à vous. Bonsoir Cédric. Docteur Daouda Ouattara, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Cédric. Et puis Michel Beta, journaliste et DG du quotidien Le Bélier, bonsoir à vous Michel Beta. Bonsoir Cédric. Nous sommes rejoints dans quelques instants par Pulchéric Ballet, consultante. Mais avant, démarrons ce débat avec la première partie. La CEI a tenu une rencontre ce jour avec les groupements des partis politiques ainsi que les candidats désireux de se présenter à la prochaine législative ivoirienne. Le PDCI-RDA a décidé de ne pas prendre part à cette activité, à cette rencontre avec la CEI. Docteur Daouda Ouattara, quelle lecture faites-vous du communiqué du PDCI-RDA sur la réunion tenue ce jour? Bien. Depuis quelques mois, personnellement, c'est la première fois que moi je fais amende honorable à la démarche du PDCI. Puisque depuis le 14 août 2025, le PDCI a annoncé officiellement son retrait de toutes les activités de la CEI centrale et des CEI locales. Alors, sa démarche aujourd'hui est une manière de se mettre en adéquation avec lui-même. C'est une cohérence, c'est être cohérent avec lui-même, puisque aller à répondre à cet appel-là, c'est légitimer cette CEI que le PDCI est en train de dénoncer depuis, parce qu'il lui reproche bien des choses, à savoir une nouvelle RLE, l'audit de la liste électorale, la refonte et la réforme de cette institution-là. Donc, ne pas répondre à présent à l'appel de cette même CEI aujourd'hui, c'est être en adéquation avec sa propre démarche, c'est être cohérent avec lui-même. Bien. Alors, Michel Beta, en quoi cette réunion pourrait nuire à la préparation de la présidentielle? Parce que c'est ce qui ressort aussi de ce communiqué du PDCI-RDA. Oui, comme elle l'a dit tantôt, le PDCI n'y est pas par principe. Donc, par principe, en ce sens que, d'abord, le premier principe, c'est qu'elle a reproché plusieurs points à la CEI actuelle. Non seulement elle estime qu'elle n'est pas légitime dans sa composition, elle n'obéit pas à certains principes. Et puis, la deuxième chose, c'est l'audit de la liste électorale. La CEI a reçu 11 000 dossiers de contestation. On se demande jusqu'à ce jour quelle en a fait. En fait, la réunion actuelle, c'est vrai, c'est dans les droits de la CEI de préparer ce qui va venir, mais est-ce qui est actuel? Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, le PDCI s'est retiré de la CEI. Et puis, en plus de cela, le PDCI a porté plusieurs greffes depuis des années contre cette même CEI-là. Donc, ce serait incohérent. Ce serait vraiment, ce serait pas cohérent de la part de ce parti-là de se pointer là-bas sans avoir vidé le contentieux qui l'oppose à cette CEI-là. Et moi, je pense que le discours même qu'on a entendu là-bas aujourd'hui avec le président de la CEI nous conforte dans cette posture que cette CEI-là mérite d'être corrigée. Elle mérite d'être corrigée en ce sens que son président, qui avait longtemps annoncé qu'une RLE se ferait juste après la présidentielle, estime aujourd'hui que ce n'est plus possible de faire une RLE avant les législatives. Bon, toutes ces questions-là fondent ceux qui estiment que cette CEI-là n'est pas cohérente dans sa démarche, n'est pas assez représentative des différents courants politiques. Je pense qu'ils ont tout droit de lui prêter, les arguments qu'ils brandissent aujourd'hui. Bien. Alors, Lansina Karamoko, on voit également dans ce communiqué du PDCI-RDA, je cite, visiblement, cette démarche insidieuse a pour objectif de mettre à mal la dynamique mobilisation de l'opposition contre un 4e mandat anticonstitutionnel et passer en perte et profit les revendications légitimes pour une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Comment réagissez-vous face à cette interprétation de la convocation de la CEI? Oui, là, le PDCI, dans sa logique, il faut l'admettre, dès le départ, la CEI, même si elle n'est pas fondamentalement justifiée, mais la CEI a quand même remis en cause le fonctionnement même de la CEI. Et, je veux dire, le PDCI a remis en cause le fonctionnement de la CEI, sa composition.
Et le PDCI a également demandé depuis tout le temps qu'il y ait une nouvelle RLE. C'est son droit d'être conforme avec lui-même, d'être conséquent avec lui-même. Je vais parler du PDCI. Je n'ai pas allé, parce qu'y aller, ce serait se contredire. Maintenant, est-ce que s'ils n'y vont pas, ça peut changer quelque chose fondamentalement? Je ne le pense pas, parce que la CEI est dans sa logique. Cette réunion qui a été convoquée aujourd'hui même n'était pas une réunion qui devait traiter du cas de la révision d'une liste électorale ou alors de la présidentielle à venir. Cette réunion n'a pas été axée plutôt sur des informations relatives aux législatives. Et je crois que si le PDCI n'est pas là à cette réunion, c'est que non seulement le PDCI n'est pas là à cette réunion, c'est qu'il renonce en même temps à la présidentielle à venir et en même temps aux législatives à venir. Est-ce que ça lui sera favorable? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Bien. Alors, bonsoir, M. Chéric Balé. Bonsoir. Alors, on fera l'effort de rester d'abord sur le communiqué du PDC-RDA. Ensuite, dans une seconde phase, on abordera les points qui ont été abordés aujourd'hui au cours de cette rencontre avec la CEI. Okay. La prochaine question pour vous, c'est que le PDC-RDA qualifie cette procédure d'inhabituelle et insidieuse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, moi, je pense que la CEI est dans son rôle. C'est avec tous les députés, y compris les députés du PDCI, il a été décidé que les législatives se passent en décembre 2025. Donc, par rapport à ça, la CEI est tout simplement en train de préparer les législatives parce que si elle ne le fait pas à partir de maintenant, après, on va encore lui reprocher d'avoir pris du retard pour l'organisation des législatives. Là, maintenant, le calendrier est su. De sorte que tout le monde puisse se préparer. Donc, que le PDCI ne veuille pas participer à cette réunion, pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas participer aux législatives. Voilà, les partis décident, prennent certaines décisions en fonction du contexte. Pour l'instant, c'est le dialogue politique qui est leur priorité, c'est leur façon à eux de protester. Voilà, mais on n'en est pas encore à dire qu'ils ne vont pas participer aux législatives parce qu'il faut reconnaître aussi que ce dialogue politique-là, nous le réclamons tous et c'est vraiment important. Bien. Alors, une révision électorale avant la fin de l'année révèle de l'impossible. Ce sont les propos tenus ce jour par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Kuibié. Tout d'abord, on commence par vos réactions là-dessus. Oui, ça, je trouve que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête parce que tout le monde a demandé la révision avant la présidentielle. On nous a répondu qu'on le ferait après la présidentielle. Et si on doit le faire après la présidentielle et que le dernier mois de l'année, c'est quand même le mois de décembre, il est tout à fait logique qu'on veuille qu'après la présidentielle, on organise cette RLE quand même. Même si on n'est pas content que ça se passe à cette période-là, il faut que ça se fasse parce que dans l'article 6, elle doit être annuelle et l'année est en train de finir. Donc, si la CEI dit ça aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas une institution qui tient parole parce que c'est elle-même qui a dit qu'elle le ferait après la présidentielle. Bien, Dr Daouda Ouattara, révision électorale avant décembre, en tout cas avant janvier 2025, c'est de l'impossible, ça arrivait de l'impossible selon Ibrahim Coulibaly Kuibié. Alors, selon le même Coulibaly Kuibié, la RLE devait se faire juste après les élections présidentielles d'octobre, selon c'est dit. Maintenant, venir dire que ce serait impossible, c'est dit et se dédire. Dit oui aujourd'hui et dit non demain. Alors, selon ses propos, selon ce qu'il a dit, il a fait savoir que le code électoral ivoirien souligne qu'il faut faire la RLE chaque année. Maintenant, la Constitution, qui est la loi suprême, souligne que c'est à la CEI de voir son calendrier, de la faisabilité ou pas de cette RLE-là. Et à l'état actuel, à leur niveau, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas faire cette RLE avant 2025. Moi, je crois qu'arrivé à un certain moment donné, il va falloir respecter la parole donnée. Quand on incarne une institution, bien, il va falloir qu'on
qu'on se fait force de respecter ce qu'on a dit, parce que c'est ce qui rend fort nos institutions. Et c'est ce qui fragilise aussi nos institutions. Parce que quand tu es à la tête d'une institution et que tu dis et tu te dédies, tu dis et tu te dédies, tout compte fait, tout ce que tu auras à faire, ou bien tout ce que tu auras à faire, ou bien tout ce que tu auras à dire dans les années à venir, ou bien dans les mois à venir, bon, tu ne seras pas bien vu. Pourtant, quand tu dis quelque chose et que tu marches sur cette chose, tout le monde a tendance qu'on appelle ça, à t'entourer et à accepter ce que tu fais. Voilà. C'est ce que je peux dire de façon ramassée concernant ce volet-là. Bien, Michel Bétard, et vous, réaction là-dessus? Oui, moi je pense que ça Vous ne trouvez pas que le président de la CEI est réaliste? Non, je pense que ça devient une leçon, je dis une rengaine récurrente chez ceux qui dirigent le pays désormais. La parole donnée de bonne foi peut-être, comme disait le président de la République lui-même, la parole donnée de bonne foi peut-être contredite devant le devoir. Bon, on se dit que la parole n'a plus tellement de poids dans notre pays et les gens font de leur parole et la défendent à eux-mêmes. Donc, vraiment, on est habitué plus ou moins à un discours incohérent dans ce pays. C'est pas du réalisme, mais c'est la loi. La loi dit qu'il faut le faire chaque année. Donc, tu t'arranges pour le faire. Et si tu n'es pas parvenu, c'est pourquoi on parle de concertation. C'est pourquoi on parle de dialogue. Mais tu ne peux pas prendre sur toi, seul, de violer la loi et penser que tu fais preuve de réalisme. Ça, c'est un peu de l'injustice. C'est de l'injustice et ça dénote un peu du caractère non républicain de nos institutions. On nous chante tous les jours que les institutions sont républicaines, mais on voit que ces institutions dites républicaines-là agissent pour satisfaire un seul camp au détriment de ceux qui posent des préoccupations. Moi, je crois que la CEI avait là l'occasion, si elle voulait vraiment changer la donne, de rassembler tout le monde pour en discuter. Elle ne veut pas prendre une décision seule comme ce qu'elle a fait. Et ça nous conforte dans notre posture que cette série s'est mise à dos une grande partie de l'électorat, des acteurs politiques. Et c'est dommage, parce que tu es censé être l'arbitre qui va organiser les choses pour que tout le monde se sente bien dans cette organisation-là. Mais depuis quelque temps, tu marches contre une partie des membres de l'équipe, comme je peux l'intégrer, si c'était une équipe de football. Parce que c'est deux équipes qui s'affrontent, il y a une équipe de l'opposition, il y a une équipe du parti au pouvoir. Mais dans toute ta démarche, on voit que tu fais le lit du parti au pouvoir au détriment de ceux de l'opposition. Et ça discrédite ta démarche. Et vraiment, c'est ce que la CEI vient de nous montrer. Lancina Karamoko, réaction là-dessus aussi? Oui, ce que je pourrais dire, c'est que le calendrier tel que déployé aujourd'hui par la CEI, est un calendrier qui a été fait par nos représentants à l'Assemblée nationale. Vous savez, il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est vrai que chemin faisant, il y a quelques arrangements possibles. Mais ce calendrier de ramener les élections législatives de mars à décembre est conforme à la loi ivoirienne. Oui, mais ici, l'interrogation, c'est au niveau de la révision électorale. La révision de la liste électorale. Il dit que c'est impossible avant la prochaine année. Bon, ça, c'est à la CEI d'apprécier. Maintenant, moi, je sais que ce que j'ai entendu... Pourtant, les textes disent le contraire. On n'a pas dit qu'il faille forcément faire la révision de la liste électorale avant ou après la présidentielle. Il faut tenir dans l'année. Mais tant qu'on n'est pas le 31 décembre, on est encore en 2025. Une révision peut se faire. Mais on dit on ne peut pas faire. C'est ce que le président de la CEI nous enseigne, nous dit. Oui, bien, allez-y. Autre chose, c'est que... quand on regarde les révisions de listes électorales passées, il y en a qui ont tenu en un mois. 2 semaines, mais ils ont fini. C'est la dernière, là, ils ont programmé ça sur 9 mois, on ne sait pas pourquoi. Sinon, il y en a qui ont tenu en un mois. Ça veut dire que c'est possible, si on le veut, d'organiser la RLE 2025 en 2020, avant décembre. on l'a fait dans 2 semaines, en juin de 2020, avant les élections. Alors, bon, je vais aller un peu plus loin en pointant du doigt le processus. Alors, je l'ai dit ici à maintes reprises et partout où l'occasion m'a été donnée d'en parler, je n'ai pas hésité à le dire. C'est la manière de faire cette RLE qui pose problème. Il va falloir que la RLE se fasse de façon continuelle, comme les CENI se font. Alors, il va falloir prévoir dans le budget de la CEI des permanences ou dans un bureau où il y a 1 ou 2 agents qui vont accueillir, faire l'enrôlement au quotidien, c'est-à-dire du lundi au vendredi,
comme les CENI se font. Tu es nouveau majeur, tu as fait ta CENI, tu finis de faire la CENI, et puis on t'enrôle directement sur cette liste-là. Et ça va nous éviter assez de non, mais on peut même faire mieux que ce qu'il dit. Hein. Allez-y. Oui, parce que ce qu'il dit là, on va embaucher des gens pour ça encore. Oui. Alors que si on faisait un croisement de tous les fichiers dont dispose le ministère de l'Intérieur en matière d'état civil, en matière de décès et tout ça, moi je pense que on n'aurait même pas besoin même de dépenser pour une RLE. Les basculements se feraient naturellement. Donc, il faut digitaliser non, il faut digitaliser, il faut aller de l'avant, il faut revoir cette loi-là. Il faut revoir cette manière de faire. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de digitaliser, n'est-ce pas, tous les états civils qui existent sur le territoire national. Parce que c'est vrai qu'à Djamé, je le sais, à Cocody, je le sais, à Koumassi, je le sais, lorsque l'enfant naît, qu'on va faire la déclaration, c'est informatisé. Tu vas à Djamé, tu fais une demande d'extrait de naissance à 8h, à 8h05 minutes, à 8h10 minutes, selon la Vous pouvez même appeler à Djamé pour qu'on vous fasse rapidement un extrait avec le numéro. Là, tous les services de l'état civil à Djamé sont informatisés. Alors, il faut y arriver progressivement sur tout le territoire, couvrir le territoire, alors le basculement dont on parle pourra se faire. Mais jusque-là, c'est les registres. Les gens prennent comme d'habitude et puis ils vont de bureau en bureau. Jusqu'au brûle, voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand c'est comme ça, là, le basculement dont nous faisons allusion va être difficile, voire impossible. Donc, peut-être qu'il faut y penser, puisque c'est une proposition, il faut y penser. Mais depuis 3 mandats, on parle de modernisation de l'administration. Écoutez-moi, on n'a pas fait ça par exemple. On ne parlera pas en même temps. Non, vous aurez la parole. Après, Lansana Karamoko, Daouda Ouattara et Chérif Balé. Je suis conseiller municipal à la mairie d'Anyama. Nous en avons discuté à toutes les réunions. On a même fait des appels d'offres, n'est-ce pas, à des entreprises. Mais ça coûte très cher, hein? Ça coûte excessivement cher. Et ça, c'est encore la mairie d'Anyama qui peut se débrouiller à sortir les fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, payer cet opérateur qui va venir travailler de fond en comble sur l'état civil afin que cet état civil soit complètement digitalisé. Mais il y a des mairies qui tirent le diable à la queue. Il ne faut pas leur demander de faire comme nous pouvons le faire à Nyama, comme à Djamé l'a déjà fait, comme Cody l'a fait. C'est une réalité. Il ne faut pas faire la fine bouche. Ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, les services d'état civil dans nos contrées, dans les sous-préfectures, ne sont pas informatisés. Mais tant que ces états civils ne sont pas informatisés, il est impossible de parler de basculement. Non, mais voilà. Ce dont je voulais parler, c'est que la RLE est tellement importante parce que c'est le renouvellement des instances dirigeantes de notre pays en dépend. Vous comprenez? Le président de la République est choisi par le peuple. Les députés, les maires, les conseillers régionaux et tout ce qui est post-électif, ça dépend de cette RLE-là. Donc, du coup, pour un sujet aussi important, on ne doit pas jouer avec. S'il doit y avoir une digitalisation, moi, je pense que ça devait commencer par ce volet-là, puisque c'est ce qui est même le soubassement de tout ce que nous voyons dans ce pays. Voilà. Donc, en 15 ans, si on n'a pas pu mettre ça en place, bon... Vous voulez réagir là-dessus avant qu'on passe à un autre point? Non, c'est bon. Bien. Alors, il y a également ce jour une réaction autour de la loi relative à la représentativité féminine au sein de l'Assemblée nationale, une loi qui peine à être respectée au sein des différents partis politiques. On fera tous une réaction là-dessus. Commençons par vous, Lansana Karamoko. Oui, cette loi a été toujours la volonté manifeste du président de la République qui a fait en sorte que cela puisse être pris en compte. L'histoire du genre. Il a même parlé de 30%. Et en ce qui concerne le parti auquel il appartient, le RADP, il leur a été demandé de respecter, n'est-ce pas, cette disposition. Mais là encore, c'est un peu difficile, même s'il y a des efforts qui ont été faits. Mais là, ça incombe véritablement aux partis politiques, au sens élevé, n'est-ce pas, des responsables des partis politiques. Ils devraient faire quand même en tenir compte. Mais vous voyez parfois dans des localités, que ce soit législatives ou municipales, même au régional, les femmes n'ont aucune représentativité. Elles ne sont pas représentées. Mais pourquoi? Mais c'est le choix d'abord des partis politiques qui proposent. C'est vrai que la loi existe, mais il reste maintenant la volonté des partis de suivre. Maintenant, si les partis ne suivent pas, est-ce qu'il y a une disposition contraignante
Ça, si ça n'existe pas, peut-être qu'il faudra y penser un jour. Mais pour le moment, les partis politiques sont libres de présenter qui ils veulent parce qu'ils estiment que c'est telle ou telle personne qui peut nous permettre de gagner une élection. Michel Voilà. Betta. Bon, si la question, je regarde même lui-même, hein, au niveau de son gouvernement, il a combien de femmes? C'est la preuve que lui-même, il le dit, mais il ne parle du président de la République, mais il ne le fait pas suffisamment. Hein? Enfin, si tu parles de 37%, il faut le réussir au niveau 30%, il faut le réussir au niveau gouvernemental, et de sorte que ça puisse réjaillir sur les populations. Et puis aussi, il appartient aux femmes, parce que là, il s'agit de nomination. Tu peux déjà atteindre les 30% des femmes au sein du gouvernement. Pour l'Assemblée nationale, c'est une élection. Non, je parle de lui-même. Non, je parle du président lui-même qui veut faire la promotion du genre. C'est plus facile de nommer 30% des femmes dans son gouvernement, de sorte à donner l'exemple, parce que la plupart des femmes déjà sont élues locales dans leur niveau. On parle des ministres de l'enseignement, de l'éducation, la ministre de la femme, la ministre de toutes ces femmes qu'il a pu nommer ont pris des postes sélectifs dans leur région. Donc s'il avait fait à 30%, je sais qu'on aurait un peu plus de personnes représentées au sein de l'Assemblée nationale. Il faut l'admettre. Donc non, j'en viens. Il faut dire que aussi il appartient aux femmes de vouloir. Ça aussi, pour avoir vraiment côtoyer ces femmes-là, même quand tu leur tends les micros en tant que journaliste, très peu veulent réagir. Donc, et si tu n'as pas réagi sur les sujets, il serait difficile aux populations de te connaître pour que tu puisses adhérer à leur cause, à leur volonté. C'est pourquoi on salue toujours la présence de notre consoeur, de notre sœur, Bichéry, qui vraiment prend la parole. La seule consultante. Elle prend la parole tous les plateaux de débat télévisés. Et ça donne envie de la voter demain si elle se présentait. Donc, je t'encourage toujours. Mais je dis que les femmes aussi, il leur appartient de prendre place, de prendre leur place. On peut leur donner la loi, on peut leur attribuer des volontés politiques, mais si elles-mêmes ne veulent pas prendre, ça ne viendra pas. Bien, Dr Daouda Ouattara. Bien, les questions du genre, les questions de quotas, bon, moi, ça me laisse un peu perplexe parce que le pouvoir, vous savez, le pouvoir, il ne se donne pas. Il faut aller le chercher. C'est facile de parler de quotas, mais il y a combien de femmes qui sont engagées politiquement parlant? La marge est très maigre. Très réduite, ouais. La marge est très nulle. Alors, un monsieur avec ses amis ou bien ses compagnons ne vont pas lutter. Arriver au pouvoir, vous êtes assis à la maison, bien, vous vous vaquez à vos occupations, ils vont prendre le pouvoir, et puis, une fois au pouvoir, vous allez venir quémander un pourcentage. Ce n'est pas possible. Si vous voulez être... pas faire des quémander. Non. C'est la loi. Non, c'est mon opinion. Non, mais c'est pas quémander. C'est vrai que la loi le dit. C'est vrai que la loi le dit. Mais il y a combien de femmes qui s'engagent politiquement parlant? Parmi cette kyrielle de consultants à Reflet TV ici, vous êtes la seule dame. Vous convenez avec... tous les plateaux. Sur presque tous les plateaux, vous êtes la seule dame. Elles sont combien ces dames qui s'engagent? Elles sont combien ces dames qui vont au charbon? Elles sont combien ces dames qui veulent parler politique? Il y a des filles aujourd'hui même, quand elles savent que tu parles politique, quand tu leur dis bonjour, elles fuient. Vous comprenez? Donc du coup, c'est aux femmes d'aller chercher ce pouvoir-là. Pourquoi? Au Libéria, tout récemment, il y a eu une femme présidente de la République. Même au Ghana, la vice-présidente est femme. Et la présidente de l'Assemblée nationale. C'est une femme. En Tanzanie, c'est une femme actuellement. Pourquoi on a vu Angela Merkel. En Argentine, actuellement, c'est une femme. Pourquoi est-ce que les femmes ivoiriennes ne peuvent pas se lever et mener ce combat? Merci, Dr Daouda Ouattara. Alors, le regard de la femme avant de passer à un autre point. D'accord, merci beaucoup. En fait, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'en réalité, la plupart de nos partis ne fonctionnent pas de façon réellement démocratique. Sinon, la loi des 30% de représentativité des femmes, là, normalement, ça s'impose. Mais l'autre chose, comme l'a dit Michel Betta, c'est que les femmes elles-mêmes ne sont pas aussi toujours encouragées, mais à cause de l'environnement politique. Nous faisons la politique en Côte d'Ivoire dans la violence. Donc ça, là, ça effraie aussi certaines femmes. Il y a aussi le fait qu'il y en a qui ont des conjoints qui ne sont pas ouverts, qui ne veulent pas que leurs femmes soient dans des métiers publics, par jalousie ou pour autre chose, mais en tout cas, il y a tout ça. Mais je pense que les violences verbales, les violences qui entourent nos élections, là, ça quand même, ça freine certaines femmes. Mais l'autre chose, c'est que il y a des femmes qui sont intéressées, mais elles n'ont pas les moyens. Parce que la politique en Côte d'Ivoire demande de gros sous. On a habitué les électeurs
à des achats de conscience, à des campagnes à coût de milliards. Donc, ceux qui n'ont pas de gros moyens, ça aussi, ça les freine. Donc, moi, je pense que c'est tout ça. Mais il y a aussi la formation, hein. Il y a aussi la formation. Il faut pouvoir créer, stimuler le leadership féminin pour que, bon, de plus en plus de femmes... Aujourd'hui, les femmes ont accès aux mêmes formations que les hommes en Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a le côté formation au leadership. Bien. Il y a des femmes instruites, mais il y a combien de femmes qui ont envie de diriger? Ça, c'est autre chose. Alors, on poursuit avec les propos de Coulibaly Ibrahim Cuibière. Il dit, et je cite, hein, depuis 2001 jusqu'à maintenant, on critique tous la CEI tous les jours. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? S'interroge le président de la CEI. On commence par vos réactions, puis chez Coulibaly. On les critique. Oui, les Ivoiriens. Ah, parce qu'eux, ils ne se reprochent rien. Non, depuis 2001 jusqu'à maintenant. Bon, dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que normalement, la CEI est un organe qui devrait rassembler. C'est pour cela que, au début, on a voulu prendre des acteurs impartiaux, comme les Camille Odier, et puis ensuite, comment il s'appelle, celui qui était Honoré Guié. Et ceux-là ont montré que, effectivement, quand on prend des acteurs qui ne sont pas des partis politiques pour diriger la CEI, ça se passe bien. Parce qu'on va de mal en pire, en fait. Depuis 2001, ça s'est passé bien, quand même. Maintenant, la nouvelle CEI qui est là, qui date de 2019, là, sa conception s'est faite de commun accord avec tous les partis politiques. Le problème, c'est qu'en 2019, nous autres, on ne nous a pas écoutés. Parce qu'en 2019, la société civile avait déjà proposé que les politiques se retirent de la CEI pour ne pas être juges et partis, mais qu'ils puissent être observateurs du travail de la CEI, ce qui serait tout à fait logique. Même l'opposition a refusé cette proposition. Après, maintenant, on fait la CEI, ils se rendent compte qu'ils ont eu tort de refuser parce que finalement, tel que adopté par tout le monde, ça a donné la part belle au parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est est-ce que la CEI travaille en accord avec toutes les parties? Quand la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Et elle ne fait pas de programmation à l'avance. Par exemple, aujourd'hui, là, on a annoncé le programme des législatives. C'est comme ça que le programme de la présidentielle aurait dû être annoncé en 2024, de sorte que tout le monde connaisse toutes les étapes, qu'on ne tâtonne pas, qu'on ne se plaigne pas de telle ou telle période. Donc, on se plaint de la CEI parce qu'elle n'est pas conséquente. On se plaint d'elle aujourd'hui parce qu'elle est doublement handicapée. Non seulement dans sa composition, on a vu que le parti au pouvoir avait plus de représentants finalement, mais aujourd'hui, deux grands partis se sont retirés de la CEI alors qu'elle est censée créer le consensus. Du coup, elle ne peut pas être crédible. La preuve, tout le monde s'en plaint. Et avec des arguments, on ne se plaint pas pour se plaindre. Bien. Docteur Daouda Ouattara, plus d'une décennie, les Ivoiriens ne cessent de se plaindre de la commission électorale indépendante. Vous, comment vous réagissez? Pour le président de la CEI, peut-être que le problème se trouverait ailleurs. Bien, le problème ne se trouve pas ailleurs. Hein. Le problème se trouve au sein même de la composition de la CEI. Parce que comment croire en une institution si elle est composée que de partisans des partis politiques? Alors, comme l'a dit Chéri Balé, en 2000, avec Honoré Guié, on a vu comment ça s'est passé. Alors, il va falloir que la CEI soit récomposée et que tous ceux qui sont des partis politiques puissent sortir et faire la place peut-être aux religieux, à la société civile, mais à des personnes qui sont neutres, qui ne sont affiliées à aucune formation politique. Alors, les représentants des partis politiques n'y seront que lorsqu'il y aura des élections, peut-être pour superviser le travail. C'est simple. Et puis le reste, la politique doit s'en éloigner. Ça fait le premier point. Le deuxième point, quand on est président d'institution et qu'on dit, on ne doit pas se dédier. Parce que quand on dit et qu'on se dédie, cette incohérence peut porter à croire qu'il y a un jeu. Il y a un jeu. Un jeu d'appartenance. Mais quel est ce président de la CEI qui s'est dédié une fois? Ce que j'ai dit ici, le président Cuibière a dit qu'il allait avoir une nouvelle RLE
juste après les élections présidentielles. Juste après. Il a dit, Oui, il a dit ça. Après ou bien juste après? Il a dit après, C'est même après les élections présidentielles. Il Et il vient de se dédier pour dire que il ne peut pas avoir, c'est impossible, c'est quasiment impossible d'avoir une RLE avant, après les élections présidentielles. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Donc du coup, il y a une incohérence. Ça peut peut-être croire que peut-être il y a un jeu d'appartenance à un camp ou bien à une formation politique quelconque. Du coup, ça donne froid dans le dos. Or, il a dit que ce sont les institutions qui doivent faire les hommes et non les hommes qui doivent faire les institutions, pour paraphraser l'ancien président américain Barack Obama lors de sa visite au Ghana, où il a dit clairement que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Bien. Alors, tel que ça se passe actuellement, tel que ça se passe actuellement, on a l'impression que la loi a dit qu'il doit avoir une RLE chaque fin d'année. Mais eux, à leur dit, la CEI a décidé de faire autrement. Ce qui veut dire que c'est eux qui dictent, c'est eux qui font ce qu'ils veulent, alors que la loi est claire. Donc, vous voyez que ça ne colle pas. Alors, quand on est chef d'institution, quand on est à la tête d'une institution, on doit se comporter comme tel, parce que la fébrilité de nos institutions fragilise notre démocratie en Côte d'Ivoire. Michel Bétail. La Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire est géante dans tous les domaines en Afrique. Mais démocratiquement parlant, la Côte d'Ivoire est naine. Et pourquoi? À cause de ces agissements. Bien. Michel Bétail, est-ce que pour vous aussi, le problème se trouve ailleurs, le problème de la Commission électorale indépendante? Non, chacun a sa part de responsabilité. On ne dira pas que tout vient de la Commission, mais il faut dire que la Commission a une grosse part à jouer parce qu'elle est l'arbitre d'un processus. Le processus ne commence pas le jour des élections, il commence bien avant, avec toutes ces étapes qu'ils doivent franchir avant d'arriver au vote, proprement dit. Donc, c'est dit qu'en fait, d'où la lourde responsabilité de cette CEI-là, il faut vraiment veiller sur le discours. Pour le président, comme on le dit souvent, il parle un peu trop et il en dit trop, et une chose et son contraire. Ça nous met mal à l'aise, nous-mêmes observateurs, de sorte qu'on est très mal à l'aise de pouvoir juger de la pertinence souvent de certains de ces arguments. Aujourd'hui, on en arrive à un point de rupture entre cette CEI-là et certaines formations politiques. Comment on fait pour que ça se corrige, pour qu'on aille à des élections qui soient plus ou moins apaisées et qui nous évitent certaines tensions? Parce que là où on y va actuellement, à une CEI aussi bancale comme celle qui nous est présentée, je crains qu'à la fin, on ait à casser son pied et tout le processus s'écroule. Parce que c'est ça aussi qu'il faut craindre. Parce que quand il n'y a plus de confiance, il faut rétablir la confiance. Et c'est pourquoi je dis, dans ces discours, moi je pense qu'aujourd'hui, il a donné vraiment du gain à moudre à l'opposition qui vraiment depuis toujours réclame un dialogue. Et je crois que son discours aussi veut qu'il y ait un dialogue. Parce que si c'est impossible, il faut que consensuellement, on s'asseye pour trouver que c'est impossible et on trouve les mécanismes qui vaillent avec. Bien. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense que l'heure est venue. Il ne faudrait pas qu'on se cache, on se voile la face. Il faut s'asseoir. Bien. L'ancien Karamoko, réaction là-dessus? Oui, Cuba, il a certainement raison de dire que le problème se trouve ailleurs parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, ce pays a connu plusieurs élections. Avant le multipartisme, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections en Côte d'Ivoire. Et puis en 2000, après le coup d'État, la nouvelle constitution qui a été écrite pour la Deuxième République, des dispositions ont été mises en place afin qu'on ait une commission électorale indépendante. Mais entre-temps, pour l'organisation de la présidentielle de 2000, c'était la CNE, non? Commission nationale électorale. Et avec Honoré Guié. Même Honoré Guié, aussi neutre qu'il a été, on sait comment cette élection est achevée, avec les résultats qu'on a connus, avec la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel une première fois pour Robert Gueye, et puis une autre proclamation pour le président Laurent Gbagbo. Et puis, bon, une fois installé, Gbagbo a mis en forme, n'est-ce pas, la commission électorale indépendante qui est née donc véritablement en 2001. Sa composition a toujours été contestée. Vous vous souvenez de ce qu'on a connu lorsque le Premier ministre Begré Mambé était président. On a connu les palabres qu'on a connues en son temps. Begré Mambé a été débarqué de force, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de démissionner, il dit « démissionne pas ». Comme quelqu'un le disait, on l'a laissé dans la maison, on a enlevé les portes, on a enlevé la toiture. Et puis, on a dissous la commission elle-même.
tu ne veux pas démissionner, mais j'ai dissous, c'est fini, tu t'en vas. Ils ont dissous la commission. Ils ont même, dans la foulée, dissous le gouvernement. Et puis donc, Gbagbo avait toute la latitude de faire les réformes dont il parle aujourd'hui. Mais il a reconduit la même chose. Parce qu'il faut véritablement une reconversion des mentalités des hommes politiques. Si aujourd'hui, ce que vous dites sur le plateau peut être accepté, mais est-ce que par la société civile, est-ce que les hommes politiques sont prêts à céder l'emprise qu'ils ont sur la commission électorale? Alors, je ne suis pas sûr. Bien, prochaine question pour terminer. La CEI propose au gouvernement la date du 27 décembre 2025 pour l'organisation des prochaines élections législatives. Quelle lecture faites-vous de ce choix de la CEI? Bon, comme l'ont dit les autres, il aurait été bien que cette date-là ait été choisie de façon consensuelle. Toujours est-il que les législatives étant prévues pour décembre, il n'y a aucun problème. Le 27 décembre, c'est toujours le mois de décembre. Mais j'avais voulu dire un petit truc. Malheureusement, c'est l'heure de la pub. Bon, d'accord. La pub, c'est maintenant. Voilà, nous sommes de retour de la pub. L'ex-premier ministre Patrick Hachi a officiellement renoncé à sa nationalité française et devient ainsi éligible à la fonction suprême. Ce geste soulève des questions sur ses ambitions et la configuration future de la scène politique ivoirienne. Pour en débattre, nos consultants sont là pour analyser cette actualité. Tout d'abord, Dr Daouda Ouattara, que signifie la rénonciation de Patrick Hachi à sa nationalité française pour sa carrière politique? Alors, en un mot, c'est de l'ambition. Il faut avoir de grandes et de grosses ambitions pour poser un tel acte. Alors, moi, c'est le timing que je regarde. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Et puis, c'est maintenant. Alors, en fonction de ce timing, moi, j'ouvre 3 axes de réflexion. Soit, il l'a fait parce que le président de la République peut renoncer à tout moment pour peut-être le positionner comme le cheval gagnant du RHDP, soit parce que, comme le souligne l'article 55 de la Constitution, il faut, pour être président de la République ou bien pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. L'article 55 de la Constitution ivoirienne. Soit, peut-être que c'est pour la vice-présidence, au cas où les élections d'octobre à venir, les portes gagnants, voilà. Soit aussi, il est assez ambitieux, il est en train de préparer la bataille pour la relève de 2030 et 2035. Bien. Alors, ce geste le positionne pour la présidentielle de 2030 ou est-ce symbolique pour vous, Michel Betta? Moi, vous savez, la question même revient encore à cette problématique qu'on a vécue depuis 2001. Depuis 2000, on en parlait d'exclusion, il faut être ivoirien, il faut... Donc, tu vois, les deux, on parlait d'ivoirité même en son temps, quand on a dit qu'il fallait être ivoirien. Et le débat encore revient. Je suis surpris que ce débat a fait éclore encore sous le président Ouattara, parce que en son temps, c'est lui qui, quand on posait ce genre de problèmes-là, c'est son camp, hein, notamment quand il était dans l'opposition RDR, qui voyait ça en termes d'ivoirité, comme on veut sélectionner, on veut catégoriser les Ivoiriens. Aujourd'hui, la question de renoncer à sa nationalité, ou bien renoncer à la nationalité française, hein, comme ils ont trouvé un terme là pour dire, il fait, voilà, je ne sais pas, il se défait de sa nationalité. Non, il se défait de sa nationalité française. Il fait allégeance, hein, voilà, le thème juridique là. Mais pour dire quoi, on revient à ce débat-là hein, qui parle d'ivoirité. Il faut être exclusivement ivoirien pour être président de la République. Et on est passé du niveau de rattrapage ethnique hein, avec le RHDP. Aujourd'hui, on en vient avec l'ivoirité. Il faut être ivoirien exclusivement. C'est ça qui a milité en l'exclusion de Tidiane Thiam de la liste électorale au point qu'il ne peut pas être candidat. Bon, on revient avec les mêmes problèmes. On revient avec les mêmes débats. Et moi, je me demande jusqu'où. Parce que, imaginez-vous, un ministre, il a été ministre dans notre gouvernement, il a été Premier ministre. C'est aujourd'hui, il décide de faire de sa nationalité française. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le débat est tellement pesant
au point que s'il doit briguer Alors, selon certains spécialistes, le gouvernement ivoirien n'impose pas de nommer des personnalités exclusivement ivoiriennes. Non, mais je dis que le débat lui-même, on a fait le débat longtemps, hein, de 90 ou bien de 95, après le décès d'Oufoué, on a fait le débat sur l'exclusivité de la nationalité ivoirienne. On était parti même de père et de mère. Il faut que ses parents soient des pères et des mères ivoiriens. Aujourd'hui encore, on en revient avec ce débat-là sur la question de il faut être exclusivement ivoirien. Bon, je veux dire qu'on n'a pas dépassé le débat de ivoirité, on ne l'a pas dépassé et aujourd'hui ça se pose. Parce que tu dis une chose, Patrick Achi, quand il voudra être président de la République, ben, on va interroger, hein, on va pas s'en tenir à ce qu'il a dit. Parce que, on nous dit qu'il a renoncé à la nationalité, hein, à la nationalité française et il est exclusivement ivoirien. Mais il est dans quel cas? Est-ce qu'il est de ceux qui ont eu la nationalité à la naissance ou bien il est de ceux qui ont eu la nationalité après avoir acquis la majorité? D'aucuns disent que sa mère est ivoirienne. Bon, on ne m'a rien montré pour l'instant. Et sa mère est française. Rien ne me démontre jusqu'ici dans tout ce que j'ai lu. On a dit seulement que les Français, à Patrick Achi, dans le journal officiel français que j'ai lu, on a dit le français à Patrick Achi n'est plus, s'est débarrassé de sa nationalité française. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont même pas dit que sa maman est française ou son père est français. Donc, quand ce débat-là s'est posé, Tidjane Thiam a dit son père est français. On a dit non, ton père n'est pas français, que tu as acquis la nationalité à un certain âge. Bon, pour lui, je ne sais pas ce qu'on dira quand la question de la présidence va se poser. Donc, bref, pour dire que le débat est là, et il va encore nourrir pendant longtemps les débats, les discussions, et on n'est pas prêt d'en finir. Bien, voilà. Merci. Alors, bien avant la réaction de Lansana Karamoko, c'est que la différence entre l'ex-double nationalité de Patrick Achi et de Tidjane Thiam, c'est que celle de Tidjane Thiam a été c'est qu'il a acquis la nationalité française et Patrick Achi l'a obtenue par filiation de sa mère, selon les informations que nous avons en possession. Parce que bon, Tidjane Thiam aussi a dit à l'avoir acquis par son père. Bon, pour ce qui est du cas de Patrick Achi, c'est par filiation à sa mère. Non, parce que sa mère, tu as vu la nationalité française de sa mère? Est-ce que vous avez vu celui de Tidjane Thiam ou de Patrick Achi? Alors, en français. C'était juste pour faire ces précisions. Le débat est récurrent et il va se poser à la fin de cette Bien. Alors, Lansana Karamoko, comment comparer la situation de Patrick Achi avec celle de Tidjane Thiam? Bon, ce n'est pas la même chose. Mais avant de répondre avec précision à votre question, il faut faire la différence entre l'ivoirité et l'exclusivité dont on parle aujourd'hui. L'ivoirité était que quelqu'un, ce n'était pas une question d'exclusivité. Laissez-moi parler, je vais laisser parler tranquillement. On dit qu'il faut que ton père et ta mère, même eux-mêmes, doivent être nés ivoiriens. Oui. C'est ce qui a été écrit par le passé mais c'était plus dans notre constitution. Oui. C'est ce qui a été écrit. Et donc, du coup, on est remonté aux grands-parents du président Alassane Ouattara pour dire qu'il n'était pas ivoirien. Donc, il ne peut pas être candidat. On a dit, mais sa mère n'est pas ivoirienne. C'est la loi. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Allez-y. Maintenant, ensuite, au jour d'aujourd'hui, on parle d'exclusivité. Parce que quand on parle d'exclusivité, il y a des Ivoiriens qui ont la double nationalité. Ils sont en même temps, ils ont le passeport français et ils sont ivoiriens. Maintenant, pour briguer la magistrature suprême, il faut renoncer à la double nationalité, c'est-à-dire l'autre nationalité qui n'est pas ivoirienne. Il faut y renoncer complètement et devenir exclusivement ivoirien. On ne demande pas quelle est la filiation, quelle est l'origine de tes grands-parents, de tes papas. On ne demande pas ça. On demande. Non. Je dis non. Il faut venir nous prouver. Faut pas, disons la vérité aux Ivoiriens. Oui, mais la loi demande. Non, la loi y arrive. Voilà. La loi dit il faut être ivoirien exclusivement. Maintenant, quand on est ivoirien, c'est qu'on a produit les papiers de son père et de sa maman. Voilà, sa mère ou voilà. Ton maintenant, père. Remonter aux grands-parents par le passé, c'est ce que l'ivoirité disait. Il ne faut pas avoir honte de ce que le PDCI a dit ou que le président d'appartenance a dit. Aujourd'hui, on parle d'exclusivité. Maintenant, le cas de Tidjane Thiam et le cas de Patrick Achi ne sont pas similaires. Tidjane Thiam avait l'âge de la majorité quand il était ivoirien. Il a demandé la nationalité française, qu'il a obtenue par décret présidentiel français. Or, Patrick Achi, par sa maman... Dans le décret de sa maman?
C'est un gars de Aké, quoi. Moi, je suis d'Anyama. Oui, mais tu as ça. Parce que tu a donné la preuve de ce que son père a le décret de Tcham. Il a donné à la justice. Non, donc, il faut soyons sérieux quand on parle. C'est toi qui es pas sérieux. Non, moi, je dis Patrick Achi est de Aké, quoi, ici. Et puis son papa étant à Azopé, il arrive plus tard son papa à Azopé. Non, il est attaqué quoi. Merci. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Allez, on va aller rapidement. J'ai dit des choses. Non, Tidjane Thiam a renoncé à la nationalité française qu'il a obtenue par sa naissance. Parce que sa maman étant française, automatiquement, il devient français, même si son père était ivoirien. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire de l'exclusivité de sa nationalité? Mais Daouda l'a abordé, c'est pour des ambitions. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est des ambitions à court terme, à moyen ou à long terme? On n'en sait rien. Mais il faut vous souvenir que le président, dans son allocution, dans son discours à la nation, quand il s'est adressé aux Ivoiriens pour dire qu'il va être un nouveau candidat, il a dit qu'il va avoir une transition vers une nouvelle génération et que son mandat est placé, n'est-ce pas, sous cette transition-là. Et qu'il va préparer une équipe, n'est-ce pas, à venir. Peut-être que... C'est pas la première fois qu'il dit... Attendez, je suis en train de parler. Patrick Achi fait partie des hauts cadres du RHDP. S'il a des ambitions pour être dans ce groupe, mais il faut qu'il se prépare. Lui, au moins, il est en train de prendre ses dispositions parce qu'il a peut-être des ambitions. Contrairement à votre président qui, lui, avait des ambitions, il n'a pris aucune disposition. Patrick Achi, on dit qu'il va aller loin, ménage bien sa monture. Lui, au moins, il est en train de ménager sa monture. Il est conséquent avec lui-même, contrairement à l'autre qui dit « Je ne savais pas que l'article 48 existait et qu'il devrait m'obliger à être exclusivement ivoirien ». Donc, moi, je dis Patrick Achi, il est dans ses droits de se préparer par rapport à des ambitions qu'il peut avoir. C'est comme nous tous, chacun. Il y a la vice-présidence qui est là, mais il y a un très bon vice-président. Le président de la République a un très bon vice-président qui est mêlé. Peut-être que lui aussi, il va être dans le groupe, comme je l'ai dit, dans la demi-douzaine, ou bien de la douzaine pour 2030. Mais c'est tout à fait normal qu'il se prépare. Il y a aucun mal à cela. Alors, Pucherik Bali, est-ce que selon votre analyse, la double nationalité reste un obstacle politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, tant qu'on n'aura pas réformé l'article 48, ça demeure un obstacle. Et ça pose aussi le problème de la crédibilité de la liste électorale. Donc, ce n'est pas le président Thiam seul qui était concerné par cette question. On vient de découvrir que le Premier ministre Patrick Achi aussi, et qui d'autre? Donc, sur la liste électorale, nous sommes en droit de penser qu'il y a encore d'autres personnes qui ont la double nationalité et qui certainement seront électeurs. Voilà. Donc, c'est seulement quand quelqu'un a des ambitions politiques de haut niveau que cela apparaît. Donc, ça, c'est le premier problème. Maintenant, même si vous ne m'avez pas posé la question, j'aimerais dire que ce que le Premier ministre Patrick Achi a fait n'est pas anodin. Et en principe, ça ne devrait pas être après, pour 2025. Puisque pour 2025, ceux qui veulent être candidats à la présidentielle sont en train de recueillir leur parrainage. Il reste tout juste 2 semaines pour boucler la fin des parrainages. Donc, ça ne peut pas être par rapport à l'élection présidentielle pour être candidat direct. Ça, c'est clair. Mais l'autre chose, ça peut être par rapport à 2025 parce que peut-être qu'il a été identifié pour être l'un des vice-présidents possibles au RHDP. Alors qu'en principe, tous ceux qui devraient... Vice-président de la République. Oui, tous ceux qui sont à même d'occuper le poste de président, là, on devrait leur demander d'être en règle par rapport à cette clause. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous nos candidats actuels, en tout cas, une fois que quelqu'un sera candidat retenu, il faut qu'il nous révèle qui est son vice-président. Parce que si son vice-président a la double nationalité, le jour où lui, il ne sera plus capable d'être président pour une raison ou pour une autre, c'est quelqu'un qui a la double nationalité qui va monter. Donc, il faut que nous sachions tous qui sont ceux qui sont prévus pour être vice-présidents afin de savoir si ils ont le profil. L'autre chose, c'est le Premier ministre. Puisque selon notre Constitution, quand le président n'est plus,
c'est le vice-président qui prend sa place, mais si le vice-président n'est plus, c'est le Premier ministre. Ça veut dire que cette affaire de dire qu'on peut nommer n'importe qui ou bien celui qu'on veut à un poste important, ça ne devrait pas être. Puisque le Premier ministre, par concours de circonstances, peut devenir président. Donc, ça peut être valable peut-être pour les autres postes, mais pas pour celui de Premier ministre. Donc, pour conclure, c'est de dire que ça pose le problème du profil de tous ceux qui pourraient être présidents. Donc, il faut que dès maintenant, les candidats qui seront retenus là, leurs vice-présidents là, ils tiennent compte de ça. Il faut qu'on nous les présente avant même l'élection. Allez-y, Dr Daouda Ouattara. Alors, pour compléter ce que mon premier propos, il faut dire que la rénonciation de cette nationalité-là n'est pas fortuite parce que il y a qu'en Afrique de l'Ouest, de plus en plus de voix s'élèvent contre tous ceux ou bien contre toutes les autorités qui possèdent la double nationalité. Parce qu'il y a de plus en plus de souverainistes qui prennent le dessus, qui émergent dans la sphère politique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, quelques pays de l'AES, et puis tout près ici, au Ghana, etc., Nigeria, etc. Alors, il y a de plus en plus de souverainistes qui émergent dans la sphère politique. Donc, du coup, je pense que le président Achille Patrick, le Premier ministre, autant pour moi, a vu la chose dans la révélation, la prophétie. Le président du Conseil régional. Je pense que, oui, le président du Conseil régional, bien sûr. Je pense que le Premier ministre Patrick Achille a vu la chose venir de loin, donc il se prépare déjà en conséquence. Bien. Alors, Michel Bétet, est-ce que Patrick Achille peut-il devenir un véritable challenger dans le paysage politique ivoirien? Bon, d'abord, s'il est porté par son parti, c'est ça d'abord. Quand on sait en fait la même mise des ténors du RDR sur ce parti-là, je ne crois pas que vraiment il puisse prendre le dessus au sein de son parti. Mais s'il n'est pas porté par son parti, il ne peut pas être un challenger, c'est mieux. Donc, pour moi, aujourd'hui, Patrick Achille, vraiment, il n'existe qu'en tant qu'acteur essentiel politique par le bon vouloir du président Ouattara, parce que je parie fort que si le président Ouattara n'est pas à la tête du RHDP demain, c'est pas sûr que les personnes comme Achille Patrick, quand on sait qu'ils viennent d'un autre parti, pourront avoir pion sur rue au sein du RHDP. Parce que le RHDP, il ne faut pas se le cacher, c'est le combat des classiques du RDR qui sont toujours accrochés au président Ouattara et qui sont les points focaux même de ce parti-là. Quand tu prends des personnes telles que le haut représentant du chef de l'État, comme il l'a dit, le haut représentant du chef de l'État, quand tu prends des personnes comme Cissé Bakongo, ça c'est des personnes, c'est des classiques de l'ancien RDR qui sont autour du président. Donc ils n'auront pas fait la passe, ceux qui viennent du PDCI, ça c'est certain, pour dire que demain tu pourras diriger le parti. Non, je pense que c'est ça. Si son ascension n'est pas faite maintenant par le président Ouattara, demain, il n'est pas sûr qu'il soit à une autre... À travers cet acte qu'il vient de poser, est-ce que vous voyez un acte de transparence? Transparence vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des Ivoiriens. Des membres de son parti. Non, de l'ensemble des Ivoiriens. Non, s'il avait voulu de la Parce transparence... que cet acte aurait dû ne pas être médiatisé. On se pose des questions. Pourquoi médiatiser? Non, ça ne peut pas se cacher. Il y a plusieurs Ivoiriens qui renoncent à leur nationalité étrangère. Je veux te rassurer, ça ne pouvait pas se cacher longtemps. Si lui-même, il ne le disait pas, ça allait sortir. C'est un journal officiel français. Il ne pouvait pas cacher ça longtemps. Mais je dis que tu parles de franchise, moi, je pense que c'est peut-être au sein de sa formation politique, parce qu'aujourd'hui, Achille Patrick, qui était transféré du PDCI, je pense qu'il a perdu vraiment la confiance de beaucoup de ses compatriotes, parce qu'il a trahi à un moment donné sa formation politique initiale. Donc, il ne vit politiquement que grâce à la mansuétude du président du RHDP, Alassane Ouattara, et je suis certain que demain, sans l'aval de ce président-là, il ne pèsera plus grand-chose. Lassana Karamoko, quels enseignements pour d'autres hauts cadres à double nationalité en Côte d'Ivoire à travers cet acte de Patrick Achille? Oui, l'enseignement à tirer de l'acte de Patrick Achille est lorsqu'on a des ambitions, il faut se donner les moyens d'atteindre ces ambitions. Docteur Daouda Ouattara, rapidement, 30 secondes et c'est terminé. Moi, je vais faire une plaidoirie à l'endroit des hommes de droit et des juristes de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une loi claire, précise dans la tête de tout le monde sur la double nationalité. Parce que quand on aime un pays,
on ne va pas prendre une autre nationalité. Pour être nommé à un poste de haute responsabilité dans ce pays, il faudrait que tu sois, selon moi, exclusivement ivoirien. Parce que quand tu n'as qu'un seul pays, tu le défends et puis tu prends de bonnes décisions. Bien, c'est l'heure du carton rouge. C'est l'heure du carton rouge, le premier carton rouge de cette émission avec Dr Daouda Ouattara. Alors, mon carton rouge à l'endroit de tout ce qui est vide juridique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va falloir que la loi soit claire, précise, concise dans la tête de tout le monde pour éviter des énièmes crises à chaque fois que des élections présidentielles se présentent en Côte d'Ivoire. Carton rouge. Puchéric Balé, carton rouge, où vous passez? Non, je ne peux pas passer. Allez-y. Carton rouge à nos autorités policières et judiciaires par rapport au cas de la dame dont on nous a parlé hier, Madame Pascal Zaouli, qui a été enlevée à son domicile le 2 août, simplement parce qu'on n'a pas trouvé son mari, alors que la responsabilité en droit est individuelle. Ce que son mari a fait, elle n'en est pas responsable. Ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, on l'enlève. Le troisième problème, pendant 10 jours, on ne sait pas où elle est, pas même ses avocats. Et quand elle réapparaît, c'est pour dire qu'elle a été victime de traitements dégradants, de traitements humains dégradants. Donc, nos policiers, notre justice sont des personnes qui violent les droits de l'homme et ça, il faut que ça s'arrête. Bien. Lansina Karamoko, carton rouge. Bon, est-ce que je vais faire un carton rouge? Vous passez aujourd'hui? Je passe, mais je voudrais quand même faire une mention spéciale à l'AG Route finalement, qui a mis les feux tricolores aux 2 grands carrefours. Suite à votre carton rouge. Suite à notre carton rouge, on est revenu. Merci à Reflet TV. Parce que ces 2 grands carrefours dangereux sont équipés aujourd'hui. Bien. À Niama. Michel Beta, dernier carton rouge de la semaine. Mon carton rouge s'adresse à la CEI, qui, depuis un certain temps, ne fait que donner du gain à moudre à l'opposition qui s'en est retirée et vraiment nous fait craindre encore des élections tumultueuses par son attitude. Alors, le chiffre du jour maintenant, c'est 16. Une semaine après la marche du Front commun PDCI-RDA et PPACI, l'ancien président Laurent Gbagbo tiendra un meeting ce samedi 16 août 2025 à Yopougon dans le cadre de sa tournée baptisée Kokoko. Dr Daouda Ouattara, réaction? D'accord. En 30 secondes chacun. Yopougon de Gbagbo, Yopougon la citadelle, Yopougon l'imprégnable, Yopougon la forteresse, selon les propos des partisans du président Laurent Gbagbo. Donc c'est normal que après un long pèlerinage hors du pays, le président Laurent Gbagbo revienne dans son Yopougon pour régalvaniser ses troupes, pour les mettre en ordre de bataille pour les joutes électorales à venir. Michel Beta. Oui, il faut le dire que cette rencontre, ce meeting-là intervient seulement une semaine après la haute, grande et impressionnante mobilisation de l'opposition dans la même localité. Je crois que ça s'explique aisément. Il s'agira de donner certainement les mots d'ordre qui devront qui seront donnés certainement aux militants ou bien aux Ivoiriens afin que la tension politique, le schéma politique actuel puisse changer en faveur de l'opposition. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, depuis, on ne voit pas le pouvoir donner des signes de vouloir dissiper la tension sociale, la tension politique qui fait jour actuellement. Bien. Et puis, Puchéric Balé. Oui, moi je vois 2 choses. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si j'étais à la place du président Gbagbo, ce serait pour dire merci à la population de Yopougon qui a vraiment répondu massivement à la marche du 9 août. Mais ce sera aussi pour donner d'autres mots d'ordre, puisque, comme l'a dit Michel Beta, il y a beaucoup de blocages politiques, il y a des revendications qui n'avancent pas, donc certainement que ça risque d'être un meeting pour donner un message fort et peut-être un mot d'ordre. Bien, Lansina Karamoko Kokoko à Yopougon ce samedi. Oui, Gbagbo revient selon lui chez lui, parce que il faut retenir que ce n'est plus chez lui. Le RADP a pris la mairie de Yopougon, mais il revient parce que c'est là il pense qu'il a encore des gens qui le soutiennent vaille que vaille.
Donc, il vient pour les chauffeurs à blanc. Est-ce qu'il va donner un mot d'ordre? Je ne suis pas sûr. Parce que c'est vrai qu'il aime tout ce qui est éclat, mais il n'a pas souvent le courage d'être très clair au moment où on l'attend. Je ne suis pas sûr qu'il puisse donner un mot d'ordre, mais un meeting de plus, est-ce que ce n'est pas un meeting de trop? Bon, enfin, quand ça marche bien quelque part, il faut continuer à y aller, sinon il faut qu'il pense à aller ailleurs aussi. Merci Lansina Karamoko, Pulchérik Balé, Michel Beta et Dr Daouda Ouattara. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous clôturons cette émission en vous souhaitant à tous et à toutes une merveilleuse fête de l'Assomption. Demain, pleine de joie, de paix et de moments précieux avec vos proches. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bonne fête.